Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous, bienvenue sur le 80.4 FM de Radio Galère, sur radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Nous sommes le samedi 4 mars 2023. Bienvenue dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Ali tulala ombe kumara Ali tulala ombe kumara ja 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 mani dunia Injambero baita Sokoromano banta Ntelata nga kujama de Ntelunga kujama moi Ntelata nga kujama long Ndadunga kujama ja 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 mani dunia Jambero boita Sokoromano banta. Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, échanger, dialoguer, débattre, se crêper le chignon de temps en temps. Eh oui. Donc, aujourd'hui, nous avons plusieurs thèmes. La première question, le président Macky Sall est en train de faire le tour du Sénégal. Eh oui, comme me dit mon ami, si tu ne parles pas de Macky Sall, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Eh oui. Macky Sall est-il déjà en campagne électorale pour un troisième mandat? Ou tout simplement fait-il une tournée d'adieu à la population? Eh oui, c'est à moins de 11 mois de l'élection présidentielle du Sénégal. Ce sera le 25 février 2024. Donc soit il est en train de faire sa campagne pour un troisième mandat, soit peut-être futé comme il est en train tout simplement de dire au revoir à la population. Au revoir, regardez sa main à chaque fois que vous voyez donc la vidéo. Et puis aussi, si vous voulez parler, on va dire du cafouillage, mais finalement ça s'est réglé. Ousmane Sonko, leader de l'opposition sénégalaise, qui s'est finalement rendu à Léona Niassène, parce qu'il y avait un communiqué qui lui aurait interdit d'aller prier à la mosquée de Léona un peu plus tôt dans la journée. Bon, mais j'ai vu que finalement, il a été accueilli comme d'habitude, comme le président d'ailleurs, parce qu'en ce moment, c'est foule contre foule. Hein. Le président Richard, il mobilise. L'opposition, en tout cas avec Ousmane Sonko, c'est pas toute l'opposition quand même, Ousmane Sonko mobilise. Et puis il y a un sujet aussi, certains m'ont interpellé, Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui a gagné la Coupe d'Afrique avec son meilleur joueur Sadio Mané. Est-ce qu'Aliou Cissé a commis une faute? Est-ce qu'il a commis une bourde en ne votant pas pour Sadio Mané, je veux dire? Parce qu'il a mis Mbappé en première position pour le meilleur joueur de la FIFA. Honnêtement, il y en a qui contestent, mais moi je ne conteste pas Mbappé. Pour nous les Marseillais, on sait qui est Mbappé. Hein? Voilà, donc je ne conteste pas. Par contre, oui, on peut contester que Aliou Cissé vote Hakimi devant Sadio Mané. Là où les autres entraîneurs africains tous mettent Sadio Mané comme premier joueur. Lui, il se met Sadio Mané troisième joueur.
Il y a un grand débat. Vous, êtes-vous d'accord avec Aliou Cissé? N'êtes-vous pas d'accord avec Aliou Cissé? Ça aussi, vous pouvez donc nous en parler si vous avez envie. Mais en attendant de développer ces sujets, nous allons parler de migration. Migration en Afrique, notamment de la migration des Africains subsahariens vers l'Afrique du Nord, où le président tunisien Kais Saied a tenu des propos, allez, on lâche Richard, des propos racistes envers les Noirs qui vivent en Tunisie. Il a parlé de hordes de migrants clandestins, il a parlé même de complot pour modifier la démographie de la Tunisie. Donc, nous allons en parler avec Hassen Boubakri, qui est un professeur de géographie à l'université de Sousse en Tunisie. Donc, Richard, j'espère qu'on va faire la connexion pour avoir le professeur Hassen Boubakri, qui est spécialiste des migrations en Tunisie. Et avant de lui donner la parole, nous avons notre Sophie Bava, donc de l'IRD, mais aussi du laboratoire donc Movida, qui parle des migrations internationales, qui travaille énormément sur ces migrations, pour ne pas dire que sur la migration. Non, pas que. Non, bon, Richard, elle a dit pas que. Voilà, en tout cas, il y travaille beaucoup. Donc, avant peut-être d'aller voir M. Hassen Boubakri, juste Sophie Bava, donc la première question, quelle a été votre réaction en entendant les paroles du président, vous qui vous préoccupez beaucoup de ces problèmes de migration? Bonjour Lamine, bonjour Richard. Merci de recevoir encore un peu Movida comme tous les mois. On va arriver petit à petit à étayer un peu cette question migratoire aussi et cette question de la mondialisation par des faits. Évidemment, les propos du président en Tunisie nous ont tous choqués, mais effectivement, il fallait peut-être aussi s'y attendre à un moment donné où la question migratoire devient une question politique sur tous les continents. Elle est montée comme une question politique. Elle est montée aussi à travers les logiques de blocage des frontières et d'externalisation des politiques européennes et des Nations Unies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on renvoie aux États de l'autre côté de la Méditerranée, aux États africains, la gestion de la question migratoire européenne. Cette question migratoire devient effectivement une question politique. Alors, on avait reçu sur le plateau, Richard et Lamine, déjà Camille Cassarini, qui nous avait parlé justement des migrations ivoiriennes en Tunisie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce débat avec Camille, ce qui était intéressant, c'était de montrer qu'une grande partie des migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui arrivaient en Tunisie arrivaient aussi légalement pour travailler, aussi bien dans le secteur du bâtiment que dans le secteur de l'agriculture. Ou dans d'autres secteurs aussi, puisqu'on avait vu les questions des salons de beauté, etc. Donc, au contraire, on avait un peu cette impression qu'il y avait une tendance un peu apaisée, finalement, d'une migration qui s'installait, et peut-être moins d'une migration vers l'Europe, enfin, dans tous les cas, d'un mouvement, mais aussi d'une installation en Tunisie. Donc, effectivement, ces propos tenus dans le contexte tunisien, dans un contexte politique complexe sur lequel reviendra Hassen tout à l'heure, ces propos nous saisissent aussi, parce que c'est aussi nous rappeler sans cesse que la question de la migration, qui est mise en avant comme une question politique aujourd'hui par tous nos États, devient aussi... on voit aussi finalement qu'il y a une politique de la xénophobie, une politique nationaliste et xénophobe qui aussi a tendance à s'externaliser. Alors, est-ce qu'elle s'externalise? Est-ce qu'elle est prise sur le modèle européen ou sur le modèle Trump, etc., sur d'autres modèles nationalistes et xénophobes ailleurs? Ou est-ce que finalement elle est aussi le produit des États africains qui aussi d'une certaine manière aussi règlent des comptes dans d'autres logiques? Alors avec Hassen aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment s'intéresser à cette question-là à partir de faits concrets sur la migration, des logiques d'externalisation des frontières européennes depuis une vingtaine d'années, depuis Schengen et le blocage des frontières européennes, des logiques qui touchent aussi bien les Tunisiens qui veulent bouger que
Africains, les migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui arrivent en Tunisie. C'est une question qui enferme de toute façon cette question de Schengen et du blocage des frontières et de toutes ces logiques d'externalisation et de contrôle des frontières et de sécurisation des frontières. C'est une logique qui enferme aussi la Tunisie. Mais est-ce que ça justifie quand même tout ça? Ah non. Mais voilà, avant qu'on revienne te redonner la parole, je crois que M. Hassen Boubakri Est en ligne. est en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Hassen Boubakri. Nous sommes très heureux de vous recevoir avec Sophie Bonjour. Bava dans l'émission Le Plateau du Sénégal, donc depuis la Tunisie. Et je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes un professeur de géographie à l'université de Sousse en Tunisie et vous êtes spécialiste des migrations en Tunisie. Vous êtes également membre de plusieurs organisations qui travaillent sur les migrations, dont le laboratoire Mix International Movida, donc dirigé par Sophie Bava donc sur le plateau. Juste la première question, tout naturellement. Comment analysez-vous, vous qui vivez là-bas en Tunisie et qui travaillez beaucoup sur ces problématiques, qu'est-ce que ça évoque chez vous, les paroles du président de la République sur la stigmatisation faite aux migrants de couleur noire qui vivent en Tunisie? Bonjour, donc c'est Lamine, c'est ça? Et C'est Sophie, Lamine, bonjour, tout à fait. toute l'équipe de la radio Galère. Je vous remercie d'avoir pensé à m'inviter juste pour un peu, comment dire des évidences et transmettre en quelque sorte la parole académique. Parce que nous, je veux dire, quand on est dans une ambiance de populisme ou bien de campagne de haine ou de mensonges, etc., je crois que c'est le mieux, c'est justement de dire la parole avec des évidences, des données, je dirais la parole académique et citoyenne en même temps. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Alors, écoutez, donc nous, on travaille, comme le sait ma collègue et amie Sophie, ça fait je dirais même des dizaines d'années qu'on travaille sur ça, et on considérait que la migration, je veux dire, en Tunisie, l'immigration surtout, ne représente qu'une infime partie des mouvements migratoires qui touchent la Tunisie, qu'il ne faut pas oublier que nous avons à peu près entre 1 million et 1,5 million de Tunisiens qui vivent à l'étranger. Et rien que, je le disais l'autre jour dans une conférence, rien que depuis 10 ans, il y a 100 000 Tunisiens qui sont arrivés en Europe de manière irrégulière. Et nous, bien sûr, en tant qu'académiques, en tant que citoyens, de défenseurs des droits, nous avons toujours dénoncé les campagnes xénophobes qui touchent, je veux dire, les Tunisiens à l'étranger, ou les Maghrébins, ou les musulmans, etc. Et bien sûr, nous avions toujours travaillé avec les organisations de la société civile pour dire que nous avons aussi quelques éléments de racisme, de xénophobie dans nos pays, mais qui n'étaient pas si forts que pendant la période. Par exemple, nous avons des communautés, des Tunisiens qui sont noirs de peau, et il y a un certain racisme et une certaine discrimination qui s'exerce contre eux. Mais là, je veux dire, à aller jusqu'à ce que nous avons entendu depuis, nous sommes là la deuxième semaine, depuis 2 semaines, sur, je veux dire, les Africains en Tunisie. Et le problème, c'est que, je veux dire, c'est devenu un discours officiel. C'était le président qui l'a dit, et qui a dit que nous sommes envahis, que nous subissons un changement d'identité, un changement de population, et que, je veux dire, il y a un complot. Donc, je veux dire, tous les ingrédients d'une idéologie qui nous est totalement étrangère, qui nous a beaucoup, en même temps, surpris et secoués en Tunisie, au niveau, je veux dire, Et le problème, c'est que nous avons remarqué quand même il y a une bonne partie, je ne sais pas, on ne peut pas dire de pourcentage, mais quand même il y a beaucoup de Tunisiens qui ont cru à ça et qui ont cru à cette thèse du remplacement, du complot, parce que nous sommes depuis quelques années dans l'ambiance complotiste et moi je l'interprète comme une réaction de l'opinion publique face aux difficultés
que nous trouvons souvent, c'est-à-dire on crée l'ennemi de l'intérieur, on crée les étrangers sont partout, comme je veux dire, c'est comme en Europe où on dit que les Arabes ou les Maghrébins ou les immigrés viennent prendre nos femmes, viennent prendre notre travail, viennent prendre les avantages. La même chose, je veux dire, les Tunisiens ont cru à ça, et une partie des Tunisiens. Et moi, j'ai essayé de dire que, en fait, il y a eu une augmentation de la présence des subsahariens en Tunisie. Mais monsieur Hassen Boubakri, totalement objective. Monsieur Hassen Boubakri, oui, je suis d'accord avec vous sur la perception des Tunisiens ou des choses comme ça. Mais quand même, qu'un président de la République puisse se lever pour parler de hordes de migrants clandestins, qu'il y a le grand remplacement, comme dirait un certain Zemmour, mais c'est extrêmement grave quand même. Bien sûr, c'est très grave. C'est pour ça que je vous ai dit, je veux dire, comment vous pouvez répondre, mon cher ami, à de telles allégations, à un tel discours, si ce n'est par les données, par l'explication, pour qu'au moins petit à petit on arrive à corriger ça. C'est normal, c'est très grave. Moi, je veux dire, tout le monde le dit maintenant en Tunisie, je veux dire tout le monde, beaucoup de gens disent que vraiment on a cassé une tradition historique de relation avec l'Afrique subsaharienne. Nous sommes africains. Le nom de la Tunisie est Ifriqiya. Vous savez qu'à l'origine, la Tunisie était appelée Ifriqiya. C'est elle qui a donné son nom à l'Afrique. Et maintenant, nous arrivons à un discours je veux dire, xénophobe contre des migrants qui sont présents en Tunisie malgré eux. Et nous avons toujours dit que les subsahariens qui vivent en Tunisie, qui passent la Tunisie, 9/10 veulent partir en Europe. Ils ne veulent pas rester. Je veux dire, on ne peut pas casser un discours de haine comme celui-là, de xénophobie et de malversation et de contre-vérité, si on ne dit pas les vérités et les évidences. Et pourquoi il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup de subsahariens, il y a très peu. Écoutez, les subsahariens ne représentent peut-être que 0,5% de la population tunisienne, même pas 1%. Il y a à peu près 10 000 qui sont, je veux dire, en situation régulière. Et peut-être il y a 10, 11 000, 12 000, 15 000 qui sont en situation irrégulière parce qu'ils sont en train de transiter, de partir. Il y a beaucoup de gens qui arrivent de manière régulière ou irrégulière d'Algérie et de Libye, ou bien arrivent de manière régulière par les lignes aériennes, et ils cherchent à partir. Ils cherchent à partir vers l'Europe. Et pourquoi ils sont nombreux? Parce que les gens qui arrivent restent ici, et ceux qui partent sont en majorité interceptés en mer et ramenés en Tunisie par la garde nationale, par l'armée, à cause justement de l'application de l'externalisation. C'est pour ça que j'ai dit il faut dire les choses comme elles sont pour qu'on comprenne que s'il y a autant de subsahariens, ils ne sont pas si nombreux que ça. Quand je dis autant, c'est par rapport, je suis en train de traduire comment les Tunisiens voient les choses dans la rue. Moi, je suis allé à Sfax ces dernières semaines, je suis allé à Tunis. C'est vrai, il y a un peu plus, mais parce que ce sont les Tunisiens qui les ramènent de mer. Parce qu'ils arrivent obligés ou les poussés par la pauvreté, poussés par, je veux dire, par un lieu, je veux dire, par un Eldorado européen, et ils arrivent parce qu'ils ont le droit de migrer. Ça, c'est un droit fondamental. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir campé ce sujet. Peut-être Sophie, je vous laisse interpeller le professeur, M. Hassen Boubakri. Bonjour Hassan. Merci en tout cas de répondre, d'être sur le plateau avec nous aujourd'hui. C'est vrai que vu de l'extérieur, vu de la France, j'allais dire, on n'est pas tellement non plus surpris par ce climat. Hein. Finalement, on se dit que c'est assez contagieux aujourd'hui, la xénophobie. Et puis, finalement, par contre, ce qu'on voit aussi, et ce qu'on voit clairement, et que peut-être tu peux nous expliquer, c'est aussi un pays, d'un côté, qui se mobilise contre les propos de son président, contre une politique de l'enfermement aussi
vis-à-vis de l'Europe, etc. Une politique aussi qui finalement brise, comme tu le disais, les rapports et les coopérations intra-africaines qui existent depuis une cinquantaine d'années, hein, donc autour de la CEDEAO et autres. Enfin, déjà millénaire, comme tu le dis, au sein d'un continent où il y a toujours eu des mobilités, mais où il y a des accords de coopération depuis une cinquantaine d'années. Donc toute cette question-là, effectivement, aujourd'hui, elle ressortent. Alors, je t'ai entendu, je sais qu'à un moment donné, quand ce que tu disais aussi, c'est de dire, il faut que ça ressorte. Parce que quand ça devient public comme ça, un débat, ça nous permet aussi à nous, à vous, chercheurs et militants citoyens en Tunisie, de vous emparer d'un débat et de créer aussi, de donner aussi les informations nécessaires à la compréhension de ce débat pour faire avancer aussi la politique du pays. Donc, où vous en êtes en Tunisie par rapport à ça, en sachant qu'il y a un parti aussi xénophobe qui existe et comment vous gérez un peu cette question si sensible en ce moment en Tunisie et comment les Africains qui, eux, font les frais, les Africains originaires d'Afrique subsaharienne, qui, eux, font les frais au quotidien de ce mouvement de population, de violence, etc. Comment vous comptez, qu'est-ce qui s'est mis en place pour les aider aussi concrètement? Alors, comme je vous ai dit, une bonne partie des Tunisiens a été surprise, justement, par les propos du président. Et même si il a reculé un peu les jours après, il a dit qu'il faut protéger tout ça, mais je crois que le mal est fait. Et ce qui fait que, je veux dire, les militants des droits de l'homme, les académiques, une bonne partie de la population n'a pas du tout supporté ça. Il y a une forte levée de boucliers contre ces propos-là, quand même, qui sont des propos au nom de l'État tunisien. Moi, je comprends totalement les réactions, je veux dire, de nos amis et frères africains du sud du Sahara, parce que nous sommes aussi africains, par rapport à ça. Et d'ailleurs, je veux dire, que ce soit la mobilisation des pays d'origine, comme la Guinée, comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, ou de la Commission africaine, nous ont fait du bien en tant que militants des droits humains, parce que nous nous sommes dit, au moins, ils ont exprimé ce que nous sentons, je veux dire, par rapport à ces propos. Alors, au niveau intérieur, je veux dire, les subsahariens en Tunisie, comme j'ai dit, ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Ils sont vraiment une infime. Et je dirais même, ce qui est plus grave, c'est que nous avons des Libyens et des Européens qui sont tout aussi en situation irrégulière, comme les Africains, comme les subsahariens en Tunisie. Mais la différence, parce que les Libyens sont des voisins et sont blancs, les Européens, des retraités européens, il y en a beaucoup qui sont installés en Tunisie, qui circulent, et ils sont blancs aussi et riches, on n'en parle pas. On parle des pauvres, je veux dire, travailleurs ou migrants subsahariens qui cherchent à partir. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, et ça a été dit sur tous les plateaux, sur Facebook, partout, on a dit, si vous voulez vraiment appliquer la loi, pas seulement vis-à-vis des subsahariens, mais aussi vis-à-vis des autres populations qui sont en situation irrégulière. Irrégulière parce que les Libyens, ils sont en Tunisie depuis 2011, il y a une bonne partie qui sont installés, qui circulent entre la Libye et la Tunisie, mais ils sont installés ici, ils ont des maisons. Ils n'ont pas de carte de séjour. Donc, nous, on dit qu'il faut appliquer, si les autorités veulent appliquer la loi, qu'ils les appliquent. Deuxièmement, le marché du travail tunisien est demandeur de main-d'œuvre subsaharienne. Et c'est pour ça qu'en fait, les employeurs, les familles, même s'il y a des familles qui exploitent vraiment des domestiques, mais en général, surtout les employeurs, les secteurs d'activité, la restauration, le bâtiment, l'agriculture, ils emploient beaucoup de subsahariens de manière irrégulière parce que la législation tunisienne est fermée. Le code du travail ne permet que des dérogations pour employer justement, pour employer les subsahariens surtout, enfin les étrangers en général. On ouvre des dérogations pour les compétences, pour les ingénieurs informaticiens étrangers qui sont employés par les sociétés offshore, mais on ferme, je veux dire, la porte pour régulariser
je veux dire, les migrants subsahariens qui sont demandés par le marché du travail. Donc nous sommes face à une situation où il y a un blocage. L'État ne veut pas, je veux dire, assouplir et ne veut pas régulariser. Du coup, le résultat, c'est que les populations subsahariennes en Tunisie sont doublement ou triplement, je veux dire, sacrifiées. Elles arrivent dans des situations de vulnérabilité extrême, elles sont en situation irrégulière en Tunisie, et en même temps, je veux dire, elles sont maintenant victimes de cette campagne de haine et de xénophobie contre les subsahariens. Donc, nous, on dit peut-être, l'autre jour, quand on a fait la manifestation pour dénoncer les propos du président et pour dénoncer la politique de l'État, nous avons dit peut-être c'est le moment aussi de faire pression pour que l'État tunisien bouge et essaie de changer ses lois pour améliorer, je veux dire, les conditions d'entrée et de séjour des étrangers et des subsahariens en général, et surtout pour réformer le code du travail, pour que s'il y a des postes pour lesquels les Tunisiens ne veulent pas, que les Tunisiens ne veulent pas prendre, qu'ils soient ouverts aux autres populations dans le subsaharien. Nous avons besoin de la main-d'œuvre africaine. Justement, monsieur Hassen Boubakri, par rapport à ce que vous dites, je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec monsieur Hassen Boubakri depuis la Tunisie, qui est professeur de géographie à l'université de Sousse et qui est spécialiste des migrations et qui réagit par rapport donc aux propos racistes, on le dit, du président de la République. Justement, est-ce que le président, Kassi Saïd, est-il vraiment raciste? Ou cherche-t-il un bouc émissaire pour masquer peut-être son impuissance face au chômage des jeunes et peut-être face au grand désespoir des Tunisiens? Oui, bien sûr, ça c'est une des interprétations. Moi je veux dire, l'autre jour, je veux dire, moi j'ai pas envie, c'est pas par peur ou quelque chose, mais moi je voudrais, parce que c'est clair que je veux dire, ce qu'il a dit, ce qu'il a dit le président est totalement faux, de A à Z, totalement faux. Et il aurait dû mettre l'accent sur la nécessité de réformer les lois tunisiennes pour qu'elles soient, je veux dire, en homogénéité, je veux dire, homogène au mouvement migratoire actuel. Je veux dire qu'un pays, tous les pays du monde sont des pays de transit, des pays d'immigration et des pays de départ. On ne peut pas rester sur une posture de pays seulement qui exporte sa main-d'œuvre. Nous devons, et même notre situation économique générale, nous avons quand même relativement un meilleur, je veux dire, niveau de vie que beaucoup de pays subsahariens. Donc c'est normal que, comme les Tunisiens vont en Europe pour améliorer leur situation, en Tunisie aussi nous recevons des migrants qui cherchent à améliorer la situation par rapport à la situation de départ. Donc c'est sûr que je veux dire, ces propos sont totalement faux. Mais nous, on veut répondre sur le fond pour dire que s'il y a autant, et que l'autre jour, je disais, le président parlait de l'argent qui est payé pour garder les subsahariens en Tunisie, pour qu'ils colonisent la Tunisie et changent sa population. Déjà, on ne peut pas changer une population avec 0,5% du total de la population de la société d'accueil. Et deuxièmement, surtout, je veux dire, il faudrait que les lois changent pour que, je veux dire, la Tunisie réponde aux standards internationaux et à ses obligations internationales pour protéger les migrants sur son paysage. Donc, clairement, je veux dire, pour casser vraiment et renverser ce discours et ses conséquences et je veux dire, les représentations et les stéréotypes de la société tunisienne, il faut parler d'évidence pour dire que ce discours, nous le connaissons dans tous les pays du monde quand il y a crise. Les dirigeants, les classes politiques, parfois les élites, utilisent les difficultés sociales locales pour créer un ennemi. Pour la Tunisie, cet ennemi, c'est le subsaharien. Alors qu'en Merci, Hassan, mais oui. Ouais, je te coupe, je suis désolée. C'était juste pour te dire, mais que globalement, ce que tu dis sur l'ennemi de l'intérieur, effectivement, donc en Tunisie, est-ce que finalement ce débat aujourd'hui révèle
comme le disait Lamine aussi, une question sociale et politique qui est complexe en Tunisie. Est-ce que ce débat réveille aussi finalement la prise de conscience que la question migratoire devient une question politique et que maintenant elle est entrée dans le débat politique en Tunisie ou pas encore? Cette question est beaucoup rentrée déjà depuis 2011. Je veux dire, on parle beaucoup de l'immigration. Avant 2011, on n'en parlait pas. Mais c'était surtout par rapport aux Tunisiens qui partaient de manière irrégulière. Donc la migration irrégulière des Tunisiens surtout. Et après, il y a eu Choucha, il y a eu, je veux dire, l'accueil des migrants. Et donc, c'est rentré dans le débat. Mais cette fois-ci, quand même, on est rentré en plein et de manière violente. Oui. Et moi, j'espère, parce qu'on disait l'autre jour, j'espère que cette crise va donner, cette situation va donner lieu peut-être à une prise de conscience de la part, j'espère, des autorités, mais avec la pression des organisations de la société civile, des académiques et peut-être de nos partenaires, surtout les organisations internationales comme l'ONU éventuellement, et surtout les grandes organisations internationales de défense des droits de l'homme, pour que la Tunisie change sa politique et change sa législation pour protéger les droits des migrants et surtout, arrêter ce discours de haine. Et je rappelle quand même, c'est vraiment, on est dans une situation presque, kafkaïenne. Nous sommes le seul pays arabe, et je ne sais pas en Afrique il y en a combien, qui a une loi de 2018 qui combat, qui punit les propos haineux, l'appel à la haine, l'appel à la xénophobie, la discrimination. Nous avons toute une loi que si jamais aujourd'hui on l'applique, peut-être nous aurons des dizaines de milliers de personnes qui seront inculpées de haine et de propos xénophobes. Mais le problème, ça ne peut pas... Monsieur Hassen, le problème... Elle n'est pas appliquée. Le problème, ça ne peut pas s'appliquer peut-être au président de la République. Oui, mais le président de la République, déjà, il a son immunité. Mais moi, déjà, s'il l'applique déjà à tous les gens qui ont vociféré, des propos haineux contre les subsahariens, c'est déjà pas mal. Et l'autre jour, nous avons appelé, au niveau des organisations de la société civile, nous avons appelé le parquet tunisien, les tribunaux, à bouger pour condamner, pour appliquer la loi. On est bien d'accord pour appliquer les lois contre les migrants irréguliers, c'est-à-dire qu'ils soient en situation irrégulière, et ça ne fait que par la régularisation et l'assouplissement du code de travail, et on est aussi pour appliquer la loi contre les gens qui, diffusent ces propos haineux et xénophobes contre, aussi bien les migrants subsahariens ou parfois contre des gens qui ne sont pas musulmans ou qui ne sont pas un peu dans la ligne, dans les normes, entre guillemets, dans les normes sociales locales. Donc, Hassan, dis-moi. Qu'est-ce que les militants et les experts sur ces questions-là en Tunisie, qu'est-ce qu'ils voudraient aujourd'hui en fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est la mise en œuvre, peut-être comme au Maroc, d'une politique migratoire de régularisation qui permettrait peut-être d'apaiser aussi, parce qu'on voit bien que la Tunisie, comme beaucoup d'autres pays de l'Afrique du Nord ou du Sud de la Méditerranée, on ne sait jamais comment dire, mais en tout cas de l'Afrique méditerranéenne, appliquent les accords d'externalisation et de fait reçoivent énormément d'argent de la part de l'Europe et des Nations Unies pour répondre à une politique de sécurisation des frontières et de blocage des frontières. On voit bien effectivement ces politiques en l'état, ce qu'elles créent aussi finalement comme peur, comme travers aujourd'hui, et on le voit au niveau de l'État tunisien qui s'en empare. Qu'est-ce que vous demandez de l'autre côté? Une mise en œuvre d'une politique migratoire, une régularisation, effectivement, quelque chose qui ne serait pas que prendre l'argent à un moment donné pour mettre en place des systèmes de blocage qui effectivement enferment encore la Tunisie de plus en plus, et pour les Tunisiens et pour les gens qui arrivent en Tunisie. Qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons, il y a deux choses. Du côté
de l'État tunisien vis-à-vis de la migration en Tunisie. Nous voulons que l'État adopte un agenda migratoire tunisien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, la politique de l'État et son traitement de la migration soit dictée par des considérations des politiques migratoires européennes. Clonées en quelque sorte, parce que nous avons une politique migratoire. Ce que nous avons comme résultat, c'est le clonage en quelque sorte. C'est la copie de la politique migratoire européenne vis-à-vis des Tunisiens et des pays, des ressortissants du pays en général. Maintenant, c'est appliqué par un État tiers vis-à-vis, appliqué aux autres ressortissants des autres pays tiers. C'est pas normal. Il faudrait que cette politique soit en relation avec les intérêts de la Tunisie. Les intérêts de la Tunisie ne sont pas uniquement avec l'Europe, mais elles sont aussi avec l'Afrique subsaharienne. Et moi, depuis 2 ou 3 ans, j'ai appelé à ce qu'il y ait une révision de cette politique pour faire de la mobilité un objet de la politique migratoire. La mobilité entre la Tunisie et l'Afrique au sud du Sahara. Parce que nous avons des relations de plus en plus fortes, du commerce. Mais moi, je crois que, par exemple, les perspectives d'amélioration de la position tunisienne en Afrique, elle est cuite pour des années, cette fois-ci. Mais en même temps... Et donc, et donc, ça c'est un. Donc, 2, c'est la régularisation. C'est reconnaître, le droit des gens qui sont de manière irrégulière ici et qui peuvent obtenir du travail pour qu'ils soient protégés. Parce qu'ils sont doublement, s'ils sont en situation irrégulière et qu'ils travaillent de manière informelle, ils sont doublement, vulnérables. Et en plus de ça, comme on a dit, cette application de la politique européenne, l'impact réel, c'est qu'elle a porté atteinte, elle a fragilisé, elle a détruit en quelque sorte la sécurité, des ressortissants subsahariens, puisque ces propos-là, qui sont liés, comme j'ai dit, à cet agenda appliqué par la Tunisie de l'externalisation et du contrôle des frontières, aboutit à ce que les personnes les plus vulnérables, on attaque les subsahariens, les ressortissants des pays d'Afrique du sud du Sahara, on les attaque dans leur corps et sont attaqués sur les réseaux sociaux et physiquement. Et vous voyez, la situation dans la rue, ils sont mis. On voit bien et même, je dirais, les Tunisiens qui accueillent des subsahariens comme travailleurs ou qui les emploient ou qui leur louent des maisons, ils ont été obligés. Il y a eu une menace de la part un appel de la part des autorités pour leur dire ceux qui emploient des étrangers, il faut qu'ils arrêtent. C'est terrible. De les employer. Et ceux qui les logent, s'ils n'ont pas de papier, il faut qu'ils les mettent à la rue. C'est terrible parce que vous n'avez pas les autorités avec vous là-dessus. Hassan, en tout cas, merci. On va être obligé d'arrêter parce qu'il y a la suite dans l'émission et puis il va y avoir peut-être des questions aussi. Donc, si tu peux rester un peu en ligne, mais je passe la parole à Non, je suis en ligne, je n'ai pas de problème. C'est au début que ça posait problème et maintenant je suis avec vous jusqu'au bout. Si peut-être on va lui poser une dernière question parce qu'avec tout ce que j'entends, qu'il y a un complot, mais en général, quand il y a un complot, c'est qu'il y a des comploteurs. Mais qui sont-ils? Alors, moi, j'ai dit l'autre jour, il y a peut-être un complot, mais les comploteurs, ce sont les bailleurs de fonds de la Tunisie pour appliquer l'externalisation, tout simplement. Le contrôle des frontières, l'interception. Vous savez, l'autre jour, je le disais, il y a 30 000, en 2022, 30 000 migrants qui ont été interceptés en mer et ramenés en Tunisie. Quand vous dites 30 000, il y a beaucoup de Tunisiens, bien sûr. Il y a peut-être 10 à 15 000, mais il y a aussi à peu près 15 000 peut-être africains. Oui, mais le parti aussi, parce que c'est presque le parti xénophobe. Donc c'est normal qu'il y ait... Le parti qui met un peu de l'huile sur le feu aussi. Peut-être qu'il faut nous en parler aussi. On n'est pas très au oui, courant. Alors là, écoutez, moi, quand j'ai vu... moi, je n'ai pas prêté attention au début parce que j'ai entendu parler de ce parti, mais j'ai dit c'est un parti, c'est de la poussière. En fin de compte, le discours de ce parti, il a été repris par les autorités, par l'État tunisien. C'est ça le problème de fond. Et donc, il y a un complot, mais celui qui met en œuvre le complot, qui l'applique,
c'est l'État tunisien à travers ses différents organismes, ses ministères qui reçoivent de l'argent pour améliorer le contrôle des frontières. Et donc, il faut rendre la provocation par une provocation plus forte. Dire, oui, il y a complot, mais le complot, il est intégré, il est mis en œuvre par l'État tunisien, il ne vient pas de parties extérieures. Voilà, je crois que le dernier mot qu'il faut mettre en avant et dire que vraiment, nous sommes consternés en Tunisie, les organisations de la société civile, les académiques, une partie de la population, nous sommes consternés par les conséquences et par les causes, je veux dire, de cette attaque gratuite et, je veux dire, contre quelques 0,5%, je veux dire, quelques dizaines de milliers de subsahariens, alors que nous avons à l'étranger des centaines de milliers de Tunisiens qui sont en situation irrégulière ou tout aussi bien exposés, je veux dire, à la xénophobie et au racisme. Et nous avons aussi des petites communautés tunisiennes qui sont dans les différents pays africains. Et je comprends qu'ils soient, je veux dire, interrogés aujourd'hui par nos frères subsahariens par rapport à la position de leur pays et la politique de leur pays. Merci beaucoup, M. Hassen Boubakri. Merci d'avoir pris vraiment de votre temps. Voilà, je sais que vous êtes à l'université et ça fait plaisir d'avoir des intellectuels qui viennent vraiment débattre avec nous, échanger avec nous et surtout nous éclairer. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Hassan. Merci. Au revoir, Sophie. Au revoir. Merci de m'avoir invité. Reste en ligne. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc, Sophie, nous, on va donc continuer. On en a encore pour 5 minutes sur cette histoire-là. Moi, j'ai vu quand même qu'il y a eu cette théorie du grand remplacement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On en a parlé. Donc, dans l'histoire, certains ont été ciblés. Les Arméniens ont été ciblés. Les Italiens ont été ciblés. Les Juifs, d'ailleurs, ont été ciblés. De même, les Maghrébins, aujourd'hui, qui ciblent les Maghrébins, on va dire les Tunisiens. Mais quand même, grosso modo, les Noirs ont de gros problèmes au Maghreb. Ça aussi, il faut le dire. En Tunisie, en Algérie, tout ça, en Libye, voilà. Est-ce qu'on a l'espoir un jour que cette xénophobie s'arrête? Alors, je pense que, ouais, là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est d'un des grands classiques, des questions de l'État en général et de tout ce qui traverse les politiques et les ressentis. Enfin, le racisme, évidemment, il n'est pas récent, il n'est pas nouveau et il est toujours utilisé, manipulé, mis en avant par les politiques. Maintenant, ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a une forme de racisme basique, ordinaire, qu'on retrouve un petit peu partout. Évidemment, c'est une question qui ne s'arrêtera, je crois, malheureusement jamais. Et par rapport aux pays d'Afrique méditerranéenne, cette question-là, elle est vivante aussi aujourd'hui. Elle se pose parce qu'il y a des mobilités, parce que le continent bouge, parce que l'Afrique méditerranéenne se tourne aussi vers son continent. Donc moi, je pense qu'il y a de l'espoir forcément parce qu'il y a aussi une volonté au sein des pays africains, au sein de l'Union africaine, de traiter des questions, d'être aussi une force et une force politique, enfin, d'être dans le rapport de force et de poser dans le rapport de force aussi la question d'une unité africaine. Donc je pense qu'évidemment, il y a l'espoir aussi, et ça se voit que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie, on le voit bien avec la population qui va manifester, qui va se battre aussi pour les droits des personnes originaires d'Afrique subsaharienne. Aussi parce que cette question-là évoque ce que disait aussi Hassan ou ce que disaient les collègues aussi au Maroc, c'est que cette question, de toute façon, de l'immigration subsaharienne renvoie aussi à la question de l'immigration des pays d'Afrique méditerranéenne vers l'Europe et du traitement de cette question-là. On ne peut pas les délier. Et ce dont souffrent aussi ces pays-là, c'est-à-dire les fermetures de frontières, cet enfermement aujourd'hui qui est programmé par les politiques de sécurisation, par l'externalisation des frontières de l'Europe, par les politiques des Nations Unies, aussi à travers les politiques de retour financées par l'OIM, tout cet argent qui fait qu'il y a un réel marché de l'immigration
fait en sorte que ces questions-là, elles sont les mêmes que se posent les ressortissants des pays d'Afrique méditerranéenne vis-à-vis de leur population qui veut partir aussi et qui est empêchée de bouger, et par rapport aux personnes qui arrivent d'Afrique subsaharienne. Donc oui, il y a un débat qui est intra-africain dans tous les cas, et un partage aussi de plus en plus d'actions, de façons de faire, de méthodes, de lutte aussi. Et là-dessus, moi, je crois aussi en l'Afrique là-dessus, oui. Mais est-ce qu'il ne faut pas arrêter? Parce que moi, ça me dérange quand je t'entends parler du marché de l'immigration. Ouais. À un moment donné, peut-être il faudrait changer de paradigme. Oui. Parce que tant qu'il y aura ce marché-là, il y aura du trafic, on a vu ce qui s'est passé avec la Libye, etc. Mais dire marché de l'immigration, c'est pointer du doigt la réalité. C'est aujourd'hui les politiques qui ont mis les politiques internationales, mondialisées en tout cas, ont fait de la mobilité un marché qui rapporte de l'argent. Parce que les 50 millions qui vont en Tunisie, les presque 80 millions qui vont au Maroc et les millions et milliards qui arrivent en Afrique pour bloquer les frontières, c'est un moyen de financer les agences de sécurité. C'est un moyen de mettre en place des barrières, de mettre en place des contrôles aux frontières, de mettre en place des instruments de plus en plus sophistiqués de contrôle qui font de l'immigré un criminel directement, dont les empreintes vont être prises et aller sur les bases de données des renseignements généraux. Donc il faut savoir à quel point, quand on dit marché de l'immigration, c'est un moyen d'analyser aussi ce qu'on est en train d'en faire. C'est un business. C'est-à-dire que l'être humain, et ce n'est pas la première fois, est aujourd'hui au cœur d'un business, que ça a été au niveau de l'esclavage ou des colonisations. Aujourd'hui, c'est le migrant, c'est l'immigré qui fait les frais de ce marché-là. Mais au fond, ça remplit les poches de plein de gens. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit marché en tant que tel. Bien sûr qu'il faudrait arrêter. Bien sûr, là-dessus, je pense que ce soit Hassan ou tous les collègues avec qui on bosse à droite à gauche, qu'on essaye de montrer en mettant les mots qui font mal peut-être sur les choses, c'est de dire que oui, l'être humain n'est pas une marchandise et qu'aujourd'hui, les marchandises, elles ont plus de droits que les êtres humains. Elles circulent plus facilement que les êtres humains. Donc, ouais, c'est là-dessus que nos recherches, elles portent, effectivement, parce qu'on met des mots là où il faut, avec derrière des analyses. Il y a des données, il y a des choses qui nous montrent, qui montrent aujourd'hui à quel point tout le monde se sert dans cet argent-là, et que si les circulations devenaient... si les circulations étaient moins contrôlées, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Parce qu'effectivement, on crée des irréguliers, on crée des sans-papiers, on crée des pauvres, on crée la mort, on crée tout ça. Donc oui, évidemment, c'est pour ça qu'on parle de marché en tant que tel. Mais au fond, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. C'est juste que comment on arrête une politique libérale qui s'appuie sur des politiques xénophobes pour pouvoir proliférer. C'est son terreau, en fait. Donc, on aura du mal à l'arrêter, je pense, c'est sûr. Bon, en tout cas, ce marché-là, je pense, risque d'être encore juteux parce qu'on ne peut pas arrêter la migration. Et vous, en tout cas, qui travaillez dans ces domaines-là, on vous dit tout simplement bon courage, d'autant plus que toi aussi, tu es dans la migration très rapidement. Voilà. Et écoute, je te souhaite tout simplement, avec ton équipe et avec tous les doctorants, parce que j'ai gardé de très bons liens avec tous les doctorants qu'on avait donc encadrés du côté du Maroc, donc qui sont beaucoup maintenant des auditeurs de l'émission, qui réagissent. Donc ça fait plaisir. Gars, notamment aussi Baymas depuis l'université donc, de Saint-Louis, Safia, voilà, vous êtes nombreux. On avait 17 nationalités différentes et ça fait plaisir en tout cas. Et Sophie, je vous dis vraiment bravo pour tout ce que vous faites avec toute l'équipe. Et puis on continuera encore. Peut-être il y a un événement qui se profile au mois de mai. Il y a un événement. Ouais, il faut en parler peut-être la prochaine fois. Mais donc ce sera quoi, du 12 mai, c'est ça? Ouais, du 11 au 13 mai. Hein. Du 11 au 13 mai. En gros, on peut dire 2 mots. Ça s'appellera Peace Islam. Peace Islam, voilà, tout à fait. Ça. Bon, voilà, on en parlera un peu plus. Donc, il y aura tous les acteurs, donc, en tout cas religieux. Il y aura les mourides, les tidianes, etc. Il y aura beaucoup de choses qui vont se faire ici à Marseille. Donc, Sophie, le dernier mot avant qu'on bascule sur l'actualité du Sénégal. Bon, dernier mot, c'est merci à Hassan. Bonne lutte à tous les amis et citoyens et
militant tunisien. Aujourd'hui, on compte sur vous aussi. Et merci Lamine et Richard. Et à bientôt. Bon, à bientôt. En tout cas, merci à toi. Soit tu restes avec nous pour finir l'émission, soit tu fais comme tu veux, tu es libre. Voilà. Merci. Donc, nous allons, Richard, partir un peu parler de ce qui se passe au Sénégal. Et oui, on a encore beaucoup d'informations. Et là, donc, nous allons donner la parole à notre Matarli international, donc depuis le Canada, pour parler donc de l'actualité. Et avec Matarli, tout ce que je vais lui dire rapidement, on n'est jamais d'accord sur Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Cissé qui place Sadio Mané, le joueur favori aussi de Matarli, qui est l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Lui aussi, je pense qu'il va pour une fois critiquer Aliou Cissé. Est-ce que Matarli est là, Richard? Allô? Oui, Lamine. Oui. Comment tu vas? Pour une fois de ma vie, avec toi, l'ennemi numéro 1, je suis d'accord. Oh, enfin. Comme quoi, on a des points de convergence. Ok, je vais te dire une chose, Lamine. Ouais. J'ai pas eu de problème avec Aliou Cissé à propos de Mbappé, peut-être. Mais le deuxième jour, ça m'a fait mal. Vraiment. Toi, tu sais que, Lamine, je suis le plus grand défenseur de Aliou Cissé et de Sadio Mané. Tu le sais? Ça, c'est sûr. Le plus grand défenseur de Sadio Mané et de Aliou Cissé. Mbappé, Sadio Mané, ça peut être un sujet de discussion. Mais le deuxième, je ne le connais même pas. Je te le jure, je ne connais même pas son nom. C'est le latéral droit du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Maroc. Moi, c'est l'un des meilleurs latéraux du monde. Ouais, mais Lamine, come on, man. Tu compares ce gars-là à Sadio Mané, vraiment Aliou Cissé. Je suis désolé. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Mais aujourd'hui, comme disent les Américains, you hurt my feeling. D'ailleurs, je pense même qu'il faut le virer, non? Non, laissez le travail. Il a encore du chemin à faire. Mais sérieux, moi je le vire. Lamine, écoute-moi bien. Moi, je suis sportif. Et je maîtrise bien mon sujet. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça, c'est une philosophie sportive. Même si on gagne et on joue mal? Lamine, on s'en fout. En matière de sport, ce qui importe, c'est le résultat. Actuellement, il a des résultats positifs. Il n'y a pas de raison de le virer, à moins qu'il prenne la décision de quitter l'équipe nationale. Tu es d'accord avec moi, oui ou non? Mais il ne doit pas être viré. Il n'y a aucune raison de virer Aliou Cissé. Bon, ben ça va, non, on le garde, il n'y a pas de souci. On verra, mais moi, nous, on ne se fait pas plaisir en équipe nationale du Sénégal. Regarde l'Olympique de Marseille, nous qui regardons, on se fait plaisir, bon, même si on s'est fait massacrer dernièrement, mais c'est bien de voir une bonne équipe jouer. Ok, écoute-moi bien, Lamine. Oui. Écoute, je vais te dire une chose, j'étais vraiment fâché. Parce que dimanche, je ne suis même pas parti à l'entraînement. Je suis resté à la maison, j'ai dit, je vais regarder l'OM jouer contre Paris Saint-Germain. Ah, Paris Saint-Germain. Écoute, Lamine, je suis rentré dans les toilettes avec le petit, je suis ressorti 1-0. Je rentre dans la cuisine, je reviens 2-0. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Lamine, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai éteint parce que moi, je regarde comme ça. Marseille-Paris, tu sais, moi, je déteste les Parisiens. Bon, je déteste les Parisiens dans le cadre du sport seulement. Oui, bien sûr. Il ne faut pas nuancer là. Tout à fait. Voilà, dans le cadre. Moi, non, mais ce jour-là, il y avait Mbappé. Il y avait un monstre dans le terrain. C'est Kylian Mbappé. Vraiment, il n'y a rien à faire contre lui. Mais Lamine, il y avait... J'ai regardé le match, le début. L'OM a quand même bien maîtrisé. Mais je suis rentré il n'y a même pas 3 minutes, 4 minutes. J'ai vu 2-0. J'ai dit, oh my goodness. Il se passe avec cette... Non, Lamine, Mbappé, c'est un très grand joueur. Mbappé, il ne faut pas... Si tu es un entraîneur, et pour cela, j'étais content que le Sénégal n'a pas joué contre la France et a préféré jouer contre l'Angleterre. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Lamine, regarde bien nos deux latéraux avec Mbappé. Non, on allait prendre 6 ou 10. Non, sérieusement, il faut dire la vérité. Non, je suis un supporter. J'aime la compétition, mais il n'y a pas photo. Mbappé est trop
trop fort. Franchement, ça, il faut le dire. Moi, je ne suis pas français du tout. Moi, je suis allemand de nature. Sadio Mané a quitté le Liverpool pour venir dans mon équipe et je suis content qu'il soit au Bayern avec moi. Ben, mercredi, on va voir si Mbappé ne va pas vous tuer contre Bayern. Lamine, je vais te dire une chose. Mbappé, c'est pas difficile de jouer contre lui. Il ne faut pas lui donner de l'espace. Il faut le faire souffrir. Ça y est, c'est toi le basketteur qui va me donner des leçons maintenant. Un basketteur. Pousse le fou. Lamine, j'ai joué Navetan avec toi. Tu sais que j'ai joué Navetan aussi. Hein. Tu étais toujours hors jeu, toujours. Lamine, n'oublie pas. Lamine, sérieusement, hein, je vais te dire. Ok, je ne vais pas accaparer le panel là. Sophie. Ok, dis à Sophie que son gars là de Kodak, de leur groupe là, comment ça s'appelle encore? Kodas, le gars il a acheté une clé de 10 millions. Non, c'est Kodas, hein? C'est Kodas. Ils ont dit, le gars là, c'est Kodas. Bon. Voilà le Sénégal. Ça va. Voilà. Non, là, c'est avant de quitter. Voilà là où nous amène Adji Sarr. Bon. C'est vraiment hallucinant. Écoute, elle aura l'occasion de répondre. En tout cas, merci. Oui. Mais une dernière chose aussi. C'est 10 millions. Mais j'ai vu aussi, pour terminer, notre président sortir du cash et donner ça aux gens. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, il est généreux, le président. Allez. Comme disent les Américains, no more comment. No comment. Allez, ça va. En tout cas, passe le bonjour à tous les Sénégalais du côté du Canada. Allez, bon courage dans le foie. Inch'Allah, Lamine. Bonne journée. Ciao. All right. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne donc avec notre chroniqueur depuis Toulon, Medoun, j'allais dire Medoun Jean-Pierre Sec. Non, Medoun Jean-Pierre Sec du côté de Annemasse qui nous écoute aussi. Voilà, nous sommes mais là, je parle de Medoun Diène du Var. Allô. Ouais, Jambar, ouais, mangi nuyu sama turando bobu. Wow. Tout à fait. Ça va, Nakamo, tranquille. En tout cas, félicitations franchement à ton invité pour sa probité morale, intellectuelle, pour son honnêteté, pour l'analyse qu'il a su faire de la situation tunisienne. Parce qu'il aurait pu se dire que je suis en Tunisie et que voilà, le nationalisme, quelquefois, tu vois, fou, fait que les gens sont amenés à cacher des choses, mais je pense que son analyse a été en droit milieu avec la réalité, quoi. C'est pour cela qu'on cherche aussi des intellectuels qui sont indépendants pour dire les choses et ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, félicitations pour la qualité de tes relations, de ton réseau et de recherche par rapport aux émissions. Voilà, parce que nit ñi soy tek ci sen loxo dafa am lo ci tek quoi, waro ci tek lo xamné après dañ nan accam. Donc, je te félicite à aller continuer dans ce sens, dans la recherche de la perfection et puis de gens, ils font l'unanimité, quoi. En tout cas, on essaie, comme je le dis, tant qu'on est là, on essaie d'aller chercher les meilleurs, on essaie d'aller chercher de la qualité et c'est ça aussi qui fait qu'on a envie toujours d'être dans cette émission. Et puis d'autant plus que dans cette histoire, il y a beaucoup de démagogie, quoi. Parce que quand ils te disent qu'il y a 1 million de subsahariens qui sont là-bas, c'est pas vrai, c'est 21 000. Et il a su le camper. Pourquoi ils sont là-bas avec le Frontex, avec les rapatriements de tous les gens qui veulent aller? Parce que les gens, ils veulent pas aller en Tunisie. Les gens, ils veulent aller ailleurs. Donc, quand tu vois au Sénégal le nombre d'étudiants tunisiens qu'il y a, d'autant plus en médecine, tu te dis, mais comment ça se fait, quoi? Comment ça se fait que ces gens-là, ils puissent se permettre d'avoir une telle posture? D'ailleurs, il a dit, la seule chose qui me dérange, la seule chose qui me dérange, c'est le gouvernement sénégalais. Pourquoi? Quand j'ai vu le communiqué qui est sorti, un communiqué laconique, signé, même pas signé par le ministre, signé par les affaires étrangères, comprendre, alors que les Gambiens sont montés au créneau, alors que les Maliens et les Ivoiriens sont en train de faire des ponts, les Guinéens aussi, aériens. Voilà, les Guinéens, pour récupérer leurs étudiants, pour récupérer les gens qui sont dans cette situation, je me dis, au lieu d'aller faire de la politique politicienne, occupons-nous des Sénégalais, où qu'ils soient, quelle que soit leur situation. Quand tu vois ce qui se passe dans le désert nigérien, Djambar, c'est une honte. Des Sénégalais qui ont faim, des Sénégalais qui ne mangent pas, des Sénégalais qui sont dans des zones d'attente, qui sont jetés comme ça
dans le désert, à l'entrée du désert, mais dans des situations impossibles, Djambar. Car chaque fois qu'il y a des bateaux qui chavirent, il y a même moins d'1 an, 50 Sénégalais sont morts. T'en n'entends même pas parler. Silence radio. Pendant ce temps, on fait de la politique politicienne. Comprendre. Je voudrais encore profiter de la tribune de cette radio pour attirer l'attention de tous nos responsables politiques de Yewwi Askan Wi qui sont dans Marseille, qui sont dans la diaspora à aller s'enquérir par rapport au processus électoral. Il est important que les gens se mobilisent. Il est important que les gens aillent s'inscrire. Il est important que le jour J, que les gens aient leur carte d'électeur. Bon, en tout cas, dans nos consulats, on n'a pas encore d'informations, hein, donc ils ne peuvent pas les s'inscrire. Mais il n'y a pas, mais il faut que les gens se bougent. Actuellement, on est en train d'amuser la galerie, on est en train de nous distraire, alors qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est le processus électoral. Quand j'entends des gens, oui, je suis contre Macky, et que le jour des élections, ils te disent, ah non, tu sais, moi, je n'ai pas ma carte électeur, ou bien ma carte électeur est au Sénégal, ou patati. Non, il faut qu'on arrête. C'est vrai qu'on a plein de choses comme ça, c'est vrai. Mais j'ai été étonné aux législatives, le nombre de jeunes que je voyais à travers la ville, à travers les panels, à travers des contributions. Quand je les ai sollicités, quand j'ai vu les listes électorales, ils n'y étaient même pas. Et quand j'ai appelé, ah non, mais grand, moi, tu sais, c'était à Dakar, non, mais man si, man ça. Non, il faut que les gens arrêtent. Il faut que nous sachions que nous devons faire des ligues. Et en termes d'élection, pour que nous puissions voter, il faut une carte électeur. Donc nous avons commencé à voir, si vous avez une carte d'identité, si vous avez une carte d'identité, vous avez être en open, si vous avez un départ, vous devez inscrire. C'est ce qui est solo. Et puis, Djambar aussi, quand tu es dans des régions frontalières ou lors des dernières législatives, il y a eu des masses de gens qui sont venus d'extérieur, qui sensibilisent nous quelle est l'importance du vote? Qui doit voter? Pourquoi ce sont les Sénégalais qui doivent voter? S'il y en a un qui en a fait l'expérience, c'est Yaya Jammeh. Parce que Macky Sall xëy suba teel tëj frontière jour élection ñu doon jóge Sénégal ñëpp di dem di voter ji ñoo demul voter ji ci la ko gars yi duma jee. Tey jii su fekkee ne ñun ñi nga xam ne dañu nekk ci diaspora bi mobiliser nañu képp ku ñu xam ku nekk ay Matam dans le Fouta de partout xamal leen l'importance du vote. Qui doit voter? Commencez à vous organiser, commencez à aller envahir vos préfectures, les polices, les trucs, à vous chercher les cartes de résidence parce que ce ne sera pas facilité. Et puis, jour vote, organisez-vous. Vous ben doomu adama jóge fu mu dëkkul ñëw di voter ci suñu réew. Voilà, donc c'est ce discours qu'il va falloir. Mais j'espère que les partis politiques feront le nécessaire parce que ça, c'est aussi leur travail. Voilà, c'est leur travail et c'est à eux aujourd'hui d'arrêter de se faire distraire et d'aller invoquer la question du fichier électoral, la question des inscriptions. Aujourd'hui, on devait être en révision ordinaire, comme le prévoit la loi. On nous met une révision exceptionnelle, sauf que révision ordinaire, ça a commencé le 1er février pour terminer au 30 juin. Sauf que Taïdi, on va ouvrir une fenêtre de 15 à 1 mois pour que les gens puissent s'inscrire, sachant qu'il y a 1 million de 100 primo-votants qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes électorales, qui ne le seront pas. Parce que du New York, c'est un kayitu judd à temps. Tu sais que Sénégal, kayitu judd pour nga am ko so fayul wala neexle ou déplacer ou d'une région à une région. Toute la difficulté, tu xam nga ko. Donc, il faut que nous commençons dès à présent de lijjanti seeni ay kayitu judd, wut seeni ay certificat de résidence, jël ko dugal suñ koy mëna dénkané ci coffre-fort sax ñu dénkané ko ci coffre-fort. Voilà, man c'est ce que j'ai à dire par rapport à cette alerte, par rapport à ce cri de cœur. Eh ben, c'est bien. Tu l'as dit. Le reste, tu l'as dit par rapport à Alioune Cissé. Je pense qu'Alioune Cissé, il perd la boule. Comment tu peux avoir un cadre comme Sadio Mané? Comment tu peux avoir un joueur de la trempe de Sadio Mané te permettre, man Djambar, man entraîneur d'équipe nationale Sénégal, Maradona sax duma ko tek ci kanamu Sadio Mané parce que Sadio Mané moy sama Maradona, moy sama Cristiano, moy sama Pelé, moy sama Messi man personnellement. Nit ki li nga am soko valoriser wul, mais pour lenen lo def sanni nga ko. Quelle va être la relation demain? Quel va être le regard? Sinon, ça nous montre le lobbying qu'il y a dans le football. Ah, ça, c'est sûr. À travers ces votes, il y a un lobbying, il y a des sponsoring, il y a des calculs, il y a des choses
am na ñoo xam ne da ngay voter fii, il y a des enveloppes, il y a des voyages, il y a des trucs. Donc yàgg nañ ko dénoncer jàmbaar. France Foot ñëpp xam nañu les journalistes qui votent comment ils votent quoi. Et ça du lu bees, c'est-à-dire gëmuñu suñu bopp, mais il faut ñu gëm suñu bopp. Tout à fait. Voilà, pour finir nag, man dam yërëm naa Sonko. Ah, pourquoi? Sonko c'est le seul Sénégalais boo xam ne moom lañ naan bul julli si àjjuma. Bul jaamu yàlla quoi. Non jàmbaar, c'est-à-dire suñu sëriñ si, seen doom yi, seen entourage yi, waxuma suñu sëriñ si mais l'environnement immédiat. Ouais, mais cette histoire a été démentie quand même, non? Mais non, c'est les deux fils du marabout qui l'ont fait. Parce que ñoom, ils sont de convenance avec l'autorité. D'accord. Mais jàmbaar foofu laa la bëgg a wax, c'est-à-dire que suñu sëriñ si, mais xamuñu sax li xew. C'est-à-dire que ñoom ñu ngi ci yàlla, ñu ngi jaamu, ñu ngi def lu ñu def. Mais l'environnement qu'il y a autour, ñoo am benn lobbying boo xam ne ñoom la ñuy jox les mètres carrés, ñoom la ñuy jox les hectares, ñoom la ñuy jox les marchés, ñoom la ñuy jox les passeports diplomatiques, ñoom la ñuy jox, mais jàmbaar, quand on donne, mais jàmbaar, gars yi, il faut que ñu arrêter quoi. Gars yi, il faut que ñu arrêter. Il faut que nit ñi gëm yàlla, xam ne que ni yàlla moo fi nekk. Su weesoo yàlla keneen nekku fi. ñu xam ne que ni suñu destin ñun ñoo ko mën a tabaxal suñu bopp, ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp, te ci fulla lañ ko mën a def, ci fayda lañ ko mën a def, ci gëm suñu bopp lañ ko mën a def. Mais tant que on aura des considérations inutiles, man de wax dëgg fa dëgg yàlla, gëm naa yonent bi, gëm naa sëriñ, gëm naa tarixa. Te naw naa leen. Mais su dara desul lu dul man sama votu bopp, su dara desul lu dul man sama conscience citoyenne, maa ko moomal sama bopp, te kenn du ma xooloo fenn. Diine nag foo ma fa xooloo ma wuyu la fa. Bon. Donc à un moment, il faut qu'on se réveille quoi. Il faut qu'on revienne à la réalité et qu'on arrête d'abuser la galerie quoi. Parce que Sénégal sonn nañu, Sénégal jaaxle nañu, Sénégal ñu ngi jëm ci nguuta goo xam ne tey Pape Ndiaye arrêté nañ ko. Oui. Arrêté Pape Ndiaye de Walf. Pourquoi? Parce que nee nañu que ni xawma diffamation, diffusion fausse nouvelle. Mais jàmbaar, un journaliste, yow tey jii Lamine li la gën a metti ci yow, c'est pas que ñu porter la plainte. Mais benn waay ñëw toroxal la ci sa biir émission droit de demande de réponse. xam loola ne li nga wax du dëgg du truc, mais gàcce googu moo gën a bon condamnation. Bien sûr. Mais Sénégal c'est de la prévention. Tey ku yëngatu ñu tëj la kaso, tey ku wax ñu tëj la kaso, c'est de l'acharnement. On est dans un apurement simple, comprendre de toutes les voix discordantes. Et ça, il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce coup de gueule. Merci. Jaajëf Sëñ Medoune, merci beaucoup. Voilà, donc je vois que les téléphones sonnent. Il y en a aussi qui ne veulent pas passer à l'antenne, qui disent des choses. Mais oui, Richard? Oui, c'est juste pour te dire, Lamine, et à tous nos auditeurs, qu'on a une petite coupure FM. Donc l'émission est toujours diffusée, mais que sur Internet et sur le DAB+. Voilà. Ah, bon, bah écoute, je n'étais pas du tout au courant, mais merci en tout cas pour cette... Et notre programmateur Sidi nous dit que c'est depuis cette semaine, il y a de nombreuses coupures, il y a un petit problème sur la FM, voilà. D'accord, mais c'est pas grave, vous aurez le podcast, voilà, donc on prévoit tout. Merci en tout cas Sidi, merci de rester toujours en veille. Et puis Richard, si tu arrives à trouver, parce que c'est hallucinant, j'ai entendu M. Bougane Gueye Dany, donc qu'on a interviewé ici, je crois qu'il y a un mois, qui est le PDG de la télévision, la radio Sen TV, etc. Et Bougane Gueye Dany, il demande au Premier ministre Amadou Ba, et il demande aussi au beau-frère du président de la République, Mansour Faye, encore lui, il est dans tous les coups ce beau-frère du président de la République, de clarifier l'emprunt au nom du Sénégal de 98 milliards de francs CFA, car visiblement, cet argent a été planqué dans un autre compte autre que les comptes donc de l'État, les comptes donc du ministère donc de l'économie et des finances. Donc 98 milliards de francs CFA, peut-être Sophie, tu sais pas cela équivaut à combien? Eh bien c'est grosso modo 150 millions d'euros. Voilà, donc 150 millions d'euros qui sont volatilisés, non, qui sont planqués en tout cas. Richard, est-ce que tu as cette... Allez, on va écouter un peu Bougane Gueye Dany. Mansour Faye. Encore Mansour Faye. Il a dit encore comme moi. 98 milliards. 98 milliards. Le Sénégal leb. Une entité londonienne pour le programme spécial de désenclavement. 500 milliards le projet bi. ñoom ñu lijjanti ba ne dañoo soxla 100 milliards
ñu jox leen 98 milliards ñu leb ko ci turu Sénégal xaalis bi mu ñëwee dañ ko jël dugal ko dans le compte d'une société privée je dis bien dans le compte d'une société privée 98 milliards yooyu waa ministère de l'économie mais ministère des finances gisuñu ko. Voilà, donc ça c'est Bougane Gueye Dany, hein? Bougane Gueye Dany qui n'est pas n'importe qui est un milliardaire, qui a sa télévision, la radio, qui est un homme d'affaires, je pense, qui est bien renseigné. Il ne peut pas se permettre donc d'avancer des chiffres comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il doit être prêt parce que la DIC, la division des investigations criminelles, risque d'aller le cueillir. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on arrête tout le monde. Et Medoun en a parlé, Medoun Diène de Toulon, parce que hier d'ailleurs, il y a eu un grand événement, Richard, on en a parlé ici à la radio, notre confrère, notre ami, voilà, monsieur Pape Alé Niang, le journaliste Pape Alé Niang, donc a fait son retour hier sur les plateaux après sa sortie de prison. Je rappelle que son passeport a été confisqué par la justice sénégalaise. Il était en prison pour son combat contre l'injustice et la malgouvernance du président Macky Sall. Et oui, on ne touche pas au président de la République. Donc pendant que le journaliste faisait sa réapparition, dans le même temps, un autre journaliste de la télévision, Walfadjri, a été arrêté. Donc Medoun l'a dit, il s'agit de Pape Ndiaye qui a été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat. Donc en ce moment, tous les Sénégalais qui parlent à la télévision, à la radio, qui font des posts Facebook, qui font des audios WhatsApp, que vous soyez au Sénégal ou que vous soyez même dans la diaspora, parce que Macky Sall a essayé aussi de venir nous cueillir ici, soyez prêts. Le gouvernement de Macky Sall utilise la justice pour nous traquer. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous dites que Ousmane Sonko n'a rien fait dans cette affaire de viol de Adji Sarr, vous risquez d'aller en prison. Si vous dites que Macky Sall n'a pas le droit de faire un troisième mandat, vous risquez aussi d'être défenestré. Donc aujourd'hui, tous les Sénégalais, où que vous soyez, vous êtes en sursis. La seule chose que vous pouvez faire pour échapper à tout cela, ne parlez pas à la télé, ne parlez pas à la radio, n'écrivez pas, ne faites pas de Facebook et ne faites pas de WhatsApp. Voilà aujourd'hui la démocratie sénégalaise, là où nous en sommes. Ouais, Richard me dit qu'on a un auditeur en ligne. On va prendre le dernier auditeur. Et avant de l'oublier, félicitations à nos jeunes de moins de 20 ans à la Coupe d'Afrique. Richard, ils sont qualifiés pour la demi-finale. Et en même temps, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà, comme on dit, le Sénégal qui gagnait jamais rien est en train de tout rafler en ce moment. Donc j'espère que ces jeunes-là vont arriver en finale. Et bon, je ne sais même pas c'est quand la demi-finale. Si vous avez des infos, envoyez-nous des messages. Voilà. Donc le dernier auditeur avant de conclure l'émission. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour. Notre chroniqueur depuis Paris. Waaw, na ngeen def waay, maa ngi lay ziar. Maam Thierno, ñu ngi lay nuyu bu baax. Thierno Dieng. Maa ngi nuyu ñëpp, alhamdulillah. Bon, pour commencer, juste reprendre la phrase que tu viens de dire en disant que le président utilise la justice pour nous traquer. Point. C'est ce que tu viens de dire. C'est ça. Cette phrase-là, on peut par exemple, toi, te causer des ennuis en te disant c'est une fausse nouvelle. C'est quoi une fausse nouvelle? Donc c'est le piège tendu. Tout à fait. Diffusion de fausses nouvelles. À tout le monde. Tout à fait. Et voilà. Est-ce que ça, c'est une diffusion de fausses nouvelles? Parce que tu peux dire oui, telle personne a été arrêtée, telle personne a été arrêtée. Mais au Sénégal, tu le dis, on t'arrête. On te dit diffusion de fausses nouvelles. Tu vas dire quoi? Il faut juste qu'on soit prêt. Eh ben, donc c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent les termes, ils élargissent les termes pour mettre les gens au maximum, quoi, arrêter un maximum de personnes. Mais pour y revenir, donc, un mot pour ce qui se passe en Tunisie, c'est extrêmement grave parce que la jeunesse, moi, quand je dis les Africains subsahariens, les Africains maghrébins, entre nous, il faut dire si ce sont des Sénégalais, on dit ce sont des Sénégalais. Si ce sont des Congolais, on dit ce sont des Congolais. Si ce sont des Ghanéens, on dit ce sont des Ghanéens. Mais subsahariens, maghrébins, ce n'est pas notre... Moi, pour moi, on ne doit pas employer même pas ces mots-là. Tunisiens, Algériens, Marocains. C'est-à-dire que les Tunisiens qui sont au Sénégal, le président de la République, doit prendre la parole et de dire, rassurez-vous, les Sénégalais ne sont pas des barbares. Et personne ne vous attaquera. Vous ne craignez rien. C'est votre pays, restez ici. Et ensuite,
tenir le langage qu'il doit tenir face à ce président-là, qui a tenu des propos infâmes que l'on ne doit pas tenir. C'est ça qu'on attend. Mais ce n'est pas au ministère des Affaires étrangères de dire oui, c'est parce que ce n'est pas son homologue qui a parlé, c'est le président de la République qui a parlé. Donc, il appartient à tous nos présidents de tous les pays de parler. Tous les pays, même si vous n'avez même pas de citoyens directs là-bas, vous avez l'obligation de parler. En plus, la Tunisie fait partie de l'Union africaine. Donc, on ne peut pas, un pays comme ça, parler comme ça des citoyens qui sont des citoyens africains, qui sont tous des Africains. Par exemple, cette affaire-là se passe en Tunisie. On t'entend mal là, bouge pas. Ne serait Allô? Oui, ça va, bouge pas trop. Allô? Hein? Oui, mal aidé. D'accord. Donc, par exemple, ce qui se passe actuellement, aucune manifestation ne serait tolérée à Dakar. Pourquoi? Parce que le pouvoir voit mal que les Sénégalais manifestent contre ce que le président de la Tunisie a dit. Parce que derrière cette manifestation, eux, ils voient une autre manifestation contre lui, contre sa politique. Mais non, il faut que les gens puissent manifester chez eux. C'est-à-dire que la jeunesse africaine est la jeunesse la plus maltraitée au monde. Intramuros, extramuros. C'est-à-dire que tu es dans ton pays et ton pouvoir, ton gouvernement qui te maltraite, donc aux prisons, tu n'as pas le droit de manifester, tu n'as pas le droit de liberté d'expression, tu n'as pas le droit de ceci, tu n'as rien. Applaudir. Donc quand tu sors de chez toi, on va te faire comprendre que de chez toi-même, tu n'as pas de droit. Donc ici, n'espère pas avoir des droits ici chez nous. Et c'est ça, cette logique qui continue. C'est pour ça que la jeunesse africaine, c'est la jeunesse la plus fatiguée. À part les réseaux sociaux, ils ne voyagent pas, ils ne sortent pas, c'est difficile d'avoir un visa, c'est difficile de faire des affaires, c'est difficile pour eux. Alors que ici, tu peux voir quelqu'un qui n'a aucun travail, aucune qualification, qui n'a rien, il part où il veut, en Europe. Parce que c'est comme ça. En dehors de l'Europe, il va où il veut. Mais chez nous, tu ne peux même pas dire que je ne suis pas d'accord. Comment tu peux le dire ailleurs, chez quelqu'un d'autre? Mais c'est pour ça qu'ils utilisent cette violence-là. Il faut que nos hommes d'État se ressaisissent et de dire, attends, nous avons des concitoyens, des citoyens qui sont en Tunisie ou bien ailleurs, qui sont maltraités, qui vivent des choses atroces. Il faut réagir, il faut le faire. Et ça, c'est de la responsabilité, d'accord? C'est de la conscience du travail que l'on a. Bien sûr. Mais ce n'est pas de la politique. Mais nous, c'est très difficile de distinguer ces choses-là. Si tu vas au Sénégal, tu fais une manifestation, tu n'as même pas besoin. Du moment qu'ils ont maltraité les jeunes, il faut sortir dans la rue et de dénoncer ça. Et voilà, comme il l'a dit, quelqu'un l'a dit, il faut convoquer l'ambassadeur de la Tunisie. Et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lamine, ce n'est pas seulement la Tunisie. Les Africains, Sénégalais, qui sont au Maroc, qui vivent le calvaire, qui vivent des calvaires, qui sont dans d'autres pays maghrébins pareils, il faut qu'ils arrêtent cela. Au Sénégal, il y a beaucoup de Marocains qui sont là-bas, à l'université. Ils n'ont aucun problème. Parce que nous, on ne fait pas ces choses-là. D'accord? Voilà, on n'est pas là pour riposter, faire ces choses-là. Donc, eux, il faut qu'ils respectent aussi, comme nous les respectons chez nous. Ils arrêtent un peu, voilà quoi. Quand on voit mon frère, nanana, et derrière, c'est pas vrai. Non. Je ne dis pas tout le monde est comme ça, mais il y a une majorité de Maghrébins qui sont comme ça. Et c'est la vérité. Moi, j'ai de la famille qui était au Maroc pour faire des études. Ils sont rentrés. Parce que c'est pas facile. Tout à fait. Donc ça, il faut le dire, il faut en discuter, il faut dialoguer. Ça ne va pas dire qu'on va indexer, on va désigner quelqu'un, on va parler mal aux gens. Non. Mais quand même, nos autorités, il faut que l'Union africaine serve à quelque chose. Il faut que les instances qu'on a mis en place puissent servir à quelque chose. La jeunesse africaine n'est pas de la proie, n'est pas une chair à canon. Ils ne sont pas là tout simplement pour souffrir quand même. Il y a autre chose à faire que de souffrir dans la vie. Tout à fait. Ils sont braves. Tu l'as bien dit. Ils gagnent partout, nos jeunes footballeurs. Alors que quand on va au Sénégal, partout dans nos villes, il n'y a même pas de terrain de foot. Parce que le jeune Sénégalais aime le sport. C'est pour ça qu'ils ont ces résultats-là, parce qu'ils l'aiment. Ils pratiquent le sport. D'accord. Donc, tout cela, il faut le mettre en avant et dire que notre force, la force de l'Afrique, la force du Sénégal, c'est la jeunesse. Cette jeunesse-là, il faut la protéger. Lutter contre l'immigration clandestine, oui, moi je suis d'accord.
mais quand même regrouper des gens. Comme ça s'est passé au Maroc les mois passés là. C'était atroce aussi. Et qui a dit quelque chose? Personne n'a rien dit. On laisse passer. Cette fois-ci, en Tunisie, on va laisser passer. Après, prochaine fois, ça va être un autre pays. En Europe, on va crier, oui, ce sont des racistes. Moi, je ne crois pas au racisme. D'accord? Il ne doit pas avoir un combat pour combattre le racisme. Mais il y a quelques imbéciles qui ont besoin de notre seconde conscience pour comprendre que la race est humaine. D'accord. Et ça, il nous faut... Voilà. Derrière, il nous faut, par exemple, il faut sentir vraiment nos autorités derrière nous, derrière ce combat-là. Parce que quand, par exemple, un homme est victime de ça, c'est tous les hommes qui sont victimes du racisme. Merci. Et ça, il faut que ça s'arrête. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Mme Thierno Birahim Dieng depuis Paris. Et puis, on te dit bonne continuation, le juriste de notre émission. Merci à toi. Merci, au revoir. Voilà, merci beaucoup. Et puis merci aussi, Richard. Tu sais, dans cette émission, il suffit de demander pour avoir les informations. Donc, j'ai l'information, en plus je suis surpris. Le Sénégal va jouer contre la Tunisie. Voilà, donc lundi, la demi-finale de la Coupe d'Afrique, Sénégal-Tunisie. Voilà, à partir à 15h. Voilà, à 15h. Oui, Richard. Ben, quelle coïncidence. Ah ben oui, quelle coïncidence. Mais bon, écoutez, j'espère tout simplement, comme on a l'habitude de le faire, on va les battre sur les terrains et qu'en Tunisie, il n'y aura aucun problème. On a battu la fois passée l'Algérie. On a eu le journaliste de l'Algérie qui nous avait dit non, ça se passera très très bien. Effectivement, il a raison. On a battu l'Algérie chez elle et ça s'est bien passé. J'espère que la Tunisie aussi, on va la battre. On va les battre en tout cas ces jours et puis que ça se passe très très bien. Et ça va se passer où ce match en fait? Tu veux encore que j'envoie un message, mais on n'a pas le temps. Je ne suis pas au courant de tout. Okay. Voilà. Mais bon, ça se passe en Afrique. Hein? Voilà. Okay. Je ne sais pas quel pays, mais ça se passe en Afrique. Peut-être d'ici la fin de l'émission, on aura le mot fin de cette histoire. Richard, donc oui, c'est la fin de l'émission. Donc, Sophie, on te laisse tout simplement conclure par rapport à tout ce que tu as entendu et je te laisse le mot de la fin. C'est gentil, Salamine. Merci. Et ben, le mot de la fin, c'est effectivement déjà de vous remercier d'accueillir Movida au nom de tous les collègues et de tous les jeunes un peu partout dans les pays en Afrique que tu as cité tout à l'heure, que vous soyez au Sénégal, au Niger, en Tunisie, au Maroc, au Burkina, enfin bon, tous les collègues à droite et à gauche. On est content que vous nous écoutez, mais surtout, on vous fera venir dans l'émission, ça c'est sûr, de temps en temps. Donc, tenez-vous prêts. Je pense qu'il y a déjà des projets pour reparler des migrations un peu intra-africaines, parce qu'évidemment, ça concerne un petit peu... cette question-là nous concerne tous. Et on est heureux de pouvoir la traiter et de vous entendre réagir aussi sur la radio sur ces questions-là. Parce que les mots sont durs, les mots sont forts et ça assassine des gens derrière. Donc, on doit effectivement décortiquer un peu tout ça ensemble. Merci et bon week-end quand même. Merci beaucoup Sophie, merci à tous. Et Richard, il me semble que le match se jouera en Égypte parce que la fois passée, le Sénégal a battu l'Égypte 4 ou 5-0. Tout le monde parlait d'humiliation. Donc je pense que ça se jouera en Égypte. Et pour donc le mot de la fin, Jefferson disait « Le prix de la liberté est la vigilance éternelle ». Et donc, nous sommes là, nous essaierons toujours de rester vigilants par rapport à tout ce qui se fait au Sénégal, par rapport à tout ce qui se fait en Europe, par rapport à tout ce qui se fait en Afrique, mais surtout par rapport à tout ce qui se fait simplement dans le monde. Bonne émission avec Étienne. Merci Richard, merci Sophie et à samedi prochain.
jarabi kana wade kanitu ona kana jarabi kana wade kanitu sakau samaloi ekana wasa sakau samaloi ekana wasa ona kana jarabi kana wade kanitu una kana jarabi